maintenant demander au professeur Nicolas Bonnevial de nous proposer sa conduite à tenir dans les instabilités postérieures de l'épaule. Le propos est sur l'instabilité postérieure de l'épaule. En fait, il y a deux situations cliniques totalement différentes. Vous avez soit la luxation aiguë et traumatique, et celle-ci, pour ceux qui ont des services d'urgence, qui sont amenés à avoir des urgences, vous allez vite les identifier. C'est souvent à la suite d'un traumatisme dans le cadre d'un sport de contact ou d'une chute. La crise convulsive, classiquement l'électrocution, mais il n'y en a pas tant que ça, mais des crises convulsives, il y en a encore beaucoup, ou éventuellement les traitements par sismothérapie qui sont encore pratiqués par nos psychiatres. Et dans cette situation-là, eh bien, il y a une erreur diagnostique très fréquente. C'est-à-dire que c'est des patients qui se présentent avec des douleurs aiguës, et des patients qui sont bloqués en rotation externe passive, qui ressortent parfois des urgences en disant « la radio est normale ». Parce qu'en effet, quand vous regardez cette radio-là, vous avez l'impression que la tête humérale est en face de la glène. C'est pas faux, si ce n'est qu'on ne voit pas l'interligne articulaire. Et si vous faites un profil, eh bien l'épaule est luxée en arrière. Et donc il n'est pas rare de voir des patients revenir en consultation en disant « ça va pas mieux, depuis mon passage, ça fait 3 semaines que je suis immobilisé comme ceci ». Puisqu'effectivement, un traumatisme de l'épaule, classiquement, s'immobilise en rotation interne, comme vous le voyez dans une attelle de Dujarrier, eh bien, ces patients sont toujours luxés. Donc, il faut bien sûr les réduire, mais il ne suffit pas de les réduire, il faut aussi les mobiliser comme ça. Puisque si vous remettez la tête humérale en rotation interne, c'est comme si, en fait, vous exposez la tête humérale à une nouvelle luxation postérieure. Donc, j'insiste sur le fait que ces patients doivent être immobilisés en rotation neutre ou rotation externe, comme ceci. Et bien évidemment, si vous prenez le risque de les mettre en rotation interne après réduction, vous prenez le risque de nouvelles récidives. Je ne sais pas si c'est une bonne solution pour tout le monde. Alors ce patient était content parce que les urgences lui ont dit « oui, vous êtes luxé, on vous a réduit, regardez, on vous a mis sur un joli coussin ». Mais ça, c'est pas un bon coussin, c'est en abduction. On voit bien qu'il est en abduction, en rotation interne. Donc c'est pas bon non plus. Ce patient a dû être réopéré et réduit une nouvelle fois. Donc ça, c'est la situation classique de la luxation aiguë. Et puis, la plupart des gens qui viennent en consultation viennent pour une instabilité chronique. Et là, la situation est plus complexe. Vous voyez un patient qui vient pour instabilité chronique. On peut bloquer le son, peut-être. C'est un patient qui est capable, vous voyez, de reproduire son instabilité postérieure d'un côté, pas vraiment de l'autre, mais qui le reproduit et qui me le montre. Alors là, on est bien embêté dans ces situations-là, et c'est des patients qui, historiquement, n'étaient pas du tout opérés. Alors on disait, écoutez, c'est pas possible, on va rien faire pour vous, parce que si vous arrivez à reproduire l'instabilité, et vous allez probablement la reproduire après la chirurgie de stabilisation. Donc en fait, aujourd'hui, on a une approche qui a été notamment particulièrement développée par la SFA, vous savez, la Société française d'arthroscopie, qui a un petit peu redémembré cette pathologie de l'instabilité postérieure. Il s'agit souvent de patients qui arrivent pour douleur, qui est beaucoup plus fréquent, ou en tout cas qui est le maître symptôme, beaucoup plus que l'instabilité au sens strict du terme, comme on le retrouve dans les stabilités antérieures. Donc tout l'interrogatoire et le process d'évaluation a pour objectif de déterminer 4 points. 1, savoir si le patient est hyperlaxe. 2, de confirmer que la direction est bien postérieure. 3 et 4, de distinguer si l'instabilité postérieure est une instabilité volontaire ou non, si elle est reproductible ou non. Et là, il y a une petite modification sémantique par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez, ces patients sont hyperlaxes. L'hyperlaxité ne veut pas dire une instabilité. L'instabilité, c'est bien un symptôme fonctionnel qui est acquis, qui est presque souvent unidirectionnel. L'hyperlaxité, vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères, une rotation externe coude au corps exagérée, comme la rotation interne, et même parfois le tiroir inférieur que l'on peut voir. Donc, 1, identifier les patients hyperlaxes. J'y reviendrai un petit peu plus tard. 2, voilà. 2, confirmer l'instabilité postérieure. Et pour ça, il y a un certain nombre de tests. Vous voyez que quand on a une instabilité postérieure, c'est une instabilité qui se présente ou qui est déclenchée par un ressaut, en général en adduction, rotation interne. Et on peut parfaitement reproduire ce ressaut. Il y a un certain nombre de tests qu'on appelle le jerk test ici, qui est donc à l'inverse, en quelque sorte, de l'instabilité antérieure que vous connaissez tous, qui est en abduction, rotation externe. Et donc, on va reproduire le test, reproduire le ressaut, voire créer une appréhension en adduction, rotation interne, avec ces différents tests. Donc, confirmer la direction postérieure, qui n'est pas parfois très claire quand on voit les patients. Et puis, on va essayer d'identifier les patients qui sont volontaires ou reproductibles. Vous voyez, ce patient, il est volontaire, c'est-à-dire qu'il est capable de reproduire son instabilité. On l'observe, en général, c'est indolore. Le patient vous dit, ça ne fait pas mal. D'ailleurs, parfois, il a un petit jeu avec ça et il vous dit que ça fait depuis des années qu'il peut le faire, qu'il le reproduisait dans la cour de récréation.
quitte à faire rire ses copains, et sa démonstration est assez spontanée. Donc il y a une petite approche psychologique, parce qu'il faut le différencier du patient qui est dit reproductible. Alors celui-ci, il subit un petit peu l'instabilité, c'est-à-dire qu'il est capable de créer par ce geste, en général d'élévation et rotation interne, la dislocation de la tête humérale, mais manifestement, ça ne le fait pas rire du tout, et d'ailleurs c'est très handicapant dans sa vie quotidienne. Mais pourtant, il peut reproduire le geste. Auparavant, il y a de nombreuses années, les deux étaient communs, c'est-à-dire dès l'instant que l'instabilité pouvait être reproduite, elle était considérée comme volontaire, ce qui est un peu différent. Alors il y a un certain nombre de facteurs prédisposants. On voit ici donc des signes d'hyperlaxité qui font que la distension de la capsule favorise l'instabilité postérieure. Ces facteurs prédisposants, on les connaît, donc encore une fois des éléments capsulo-ligamentaires, mais aussi d'autres éléments qui sont beaucoup plus morphologiques, comme par exemple la rétroversion de la glène. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que lorsque la rétroversion est au-delà de 10 degrés, 10 à 18 degrés, c'est un élément osseux de translation postérieure de la tête humérale. Mais il y a aussi des rétroversions qui sont dites relatives, qui ne sont pas osseuses, mais qui sont liées au cartilage, avec une épaisseur de cartilage qui est moindre. Et donc ça, c'est des rétroversions qui sont un petit peu différentes. Et puis il y a des éléments acquis, comme dans l'instabilité antérieure, on peut avoir des lésions du labrum postérieur qui vont être acquises, que l'on peut très bien observer sous arthroscopie, qui vont finalement perdre l'effet, le labrum postérieur perd l'effet de rétention de la tête humérale en face de sa glène, avec une perte de cet effet rétentif du bourrelet postérieur. Et puis il y a des éléments osseux, qui sont à peu près à l'image de l'instabilité antérieure, c'est-à-dire des encoches de la tête humérale, ou éventuellement, comme on le voit ici, des arrachements osseux postérieurs de la tête humérale. Donc tous ces éléments-là peuvent être retrouvés sur l'imagerie, peuvent être retrouvés en paire opératoire, éventuellement si on fait un geste arthroscopique. Ce qui va nous permettre en fait de distinguer trois tableaux, soit l'épaule douloureuse instable, un patient qui vient pour douleur, pas vraiment pour instabilité, il n'y a pas eu de luxation ou de subluxation, mais effectivement le diagnostic est parfois difficile et on fait un diagnostic péropératoire avec des lésions du labrum ou des lésions ostéochondrales postérieures qui s'intègrent encore dans le cadre d'une translation excessive de la tête humérale vers l'arrière. Il y a le deuxième tableau, c'est l'involontaire. Alors celui-là, il est facile. Vous voyez, c'est la même chute que tout à l'heure pour la disjonction acromoclaviculaire, mais celui-là, il y a un événement traumatique, une luxation qui a été réduite ou pas. Il y a des éléments anatomiques évidents, de lésions du labrum vus à l'arthroscanner ou à la radiographie pour des lésions osseuses. Et puis, il y a ce volontaire qui est soit volontaire et qui est resté volontaire. Donc celui-ci, il peut reproduire, ça le fait toujours autant marrer, même chez le praticien. Parfois, c'est des jeunes. On le voit souvent accompagné par ses deux parents qui sont un petit peu démunis. Et puis, il y a les volontaires qui étaient volontaires dans l'enfance et qui sont devenus involontaires. C'est-à-dire que c'est des patients qui, à l'époque, se luxaient volontairement l'épaule, ils reproduisaient, c'était un cas particulier, mais maintenant, ça les fait plus marrer du tout et ça les ennuie énormément dans la vie quotidienne, même s'ils arrivent à reproduire l'instabilité. Donc là, il y a une petite différence sur ce qu'on savait. Alors, quelles sont les options thérapeutiques pour ces patients ? On revoit les différents tableaux, c'est toujours un problème d'instabilité postérieure, mais évidemment, il y a trois tableaux différents. Alors, je dirais que le plus simple, c'est l'involontaire. Celui-là, c'est dans ma région, c'est les joueurs de rugby, ils sont luxés une fois, parfois deux fois. Et bien, ceux-là, ils sont faciles à traiter parce qu'on a des lésions osseuses, on a une instabilité objective, on a tout qui correspond bien à probablement une correction chirurgicale de son instabilité, quel que soit le geste opératoire. Alors classiquement, on peut faire des retentions de la capsule postérieure, on peut réinsérer le labrum postérieur, vous avez de très beaux schémas, ça peut se faire à ciel ouvert, ça peut se faire sous arthroscopie, tout ça est aujourd'hui accessible effectivement avec des chirurgies mini-invasives, le principe étant de retendre la capsule postérieure et le labrum. Mais on a aussi, à l'image de l'instabilité antérieure, les possibilités de mettre des butées, des butoirs osseux, que l'on prélève dans le cas particulier, principalement au niveau de la crête iliaque. On vient prendre un morceau de crête iliaque et on vient le visser en arrière de la tête humérale pour bloquer la tête de l'humérus en arrière. On peut éventuellement prendre un petit bout d'acromion, c'est moins classique. Et puis il y a les patients, comme je vous l'ai décrit, qui sont volontaires, qui restent volontaires. Alors cela, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'option chirurgicale et même médicale. Ces patients-là, il faut probablement avoir une approche autre, qui est peut-être d'ordre psychologique ou psychiatrique, pour essayer de les orienter vers, en tout cas, l'arrêt de cette reproductibilité, de l'instabilité. En tout cas, les chirurgies chez ces patients-là sont vouées à l'échec dans quasiment 100% des cas. Et puis, il y a cette petite catégorie qu'il va falloir identifier dans ce même groupe, qui sont des patients qui étaient volontaires dans l'enfance, mais qui ne le sont plus aujourd'hui,
et jusqu'à maintenant qui échappaient à toute thérapeutique et on les mettait dans la même case. Aujourd'hui, grâce aux travaux de la SFA, on s'aperçoit qu'on peut stabiliser ces épaules avec 80% de patients qui sont stables, qui sont satisfaits, qui ne reproduisent pas leur instabilité par la suite. Et enfin, la dernière catégorie, je l'ai mis en dernier, ces épaules dites douloureuses sur un fond d'instabilité où probablement qu'on fait encore des erreurs, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une instabilité, mais probablement c'est des patients qui sont en train d'évoluer vers de l'arthrose gléno-humérale. Aujourd'hui, certains les traitent encore par une chirurgie de stabilisation. Et vous voyez que là, on est aux confins entre deux pathologies. C'est la douleur avec de l'instabilité, mais qui évolue vers l'arthrose. Et cela, pour l'instant, actuellement, il faut faire attention parce qu'on a fait trop d'erreurs et on peut accélérer la survenue de l'arthrose à long terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas.